France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 dans votre émission quotidienne, le LGF, le Grand Forum, qui vous emmènera jusque 18h avec et au programme tout à l'heure coup de gueule et coup de cœur de nos débatteurs. Le quiz, bien entendu, le zapping. Nous allons parler de ce jeudi noir en perspective. Faut-il s'attendre à ce que beaucoup appellent de leur vœu, en tout cas cette grève générale jeudi 19 janvier va être une journée noire visiblement. On en reparle évidemment tout à l'heure. Je donnerai d'ailleurs quelques prévisions, notamment dans les transports, mais pas que. Nous parlerons aussi de cet entretien publié par le magazine Le Point, interrogé par Kamel Daoud, le président de la République Emmanuel Macron, en parlant de l'Algérie. Il n'y aura pas de pardon et il est pressé, ou plutôt très impatient de faire venir en France son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous y reviendrons bien sûr. Et nous ferons le point dans un instant aussi sur la situation à Soledar dans l'est de l'Ukraine. Que se passe-t-il réellement alors que les Russes affirment aujourd'hui avoir pris totalement la ville? Nous ferons le point avec nos débatteurs bien sûr dans cette émission pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue dans cette petite ville de 11 000 habitants. On y reviendra évidemment dans quelques instants sur France Maghreb 2. Soyez-en les bienvenus, c'est le LGF, c'est parti jusque 18h. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Monsieur Emmanuel Dupuis est avec nous. Comment ça va, Emmanuel? Ça va très bien. Bonjour à vous, Christophe. Meilleurs vœux, mon cher Emmanuel. Aux auditeurs, aux auditrices, à mes sparring partners. Il y en a un avec qui j'ai débattu hier, donc ouais. Jimmy, que je salue, et notre ami Enver, évidemment, que je n'avais pas vu depuis longtemps, d'où le léger... doute sur son prénom. En tout cas, je suis ravi d'être là. Bon, merci à toi, mon cher Emmanuel, donc toujours président de l'Institut prospectif de sécurité en Europe, l'IPS. Je reste, comme le président, je m'accroche. Ah, c'est bien en même temps. Jimmy Dalidou, comment ça va, mon Jimmy? Bonjour à tous. Bah écoutez, ça va. Hein. Bon, toi t'es là c'est ta période, là, c'est ton moment, là. Là, tu jubiles, là. Ben disons que non, je bile pas. Je suis inquiet. Ah je suis bon à l'écoute de ce que disent les travailleurs. Bon. Il faut être à l'écoute de ce qu'ils disent et surtout de leur colère Il faut écouter aussi les usagers. Qui se cristallise. Oui, ça, les travailleurs et les usagers aussi. De temps en temps, il faut un peu utiliser. Mais les usagers sont des travailleurs, vous le savez. Ah oui, c'est bien sûr. Syndicaliste toujours évidemment, auteur et critique, analyse politique, mon cher Jimmy Dalidou. Sur France Maghreb de Enver de Santos, délégué territorial de la FEB. Bonjour mon Enver. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va très très bien, capitaine. Jusque 18h avec vous, cher Enver aussi. C'est bon tous les trois, vous avez vos coups de gueule, coups de cœur? Ouais, si seigneur. Tout à fait. Bon, il y en a un qui est en retard, il s'appelle Tarek Mami. Ah, on dira rien. On dira rien, voilà. Il devrait nous rejoindre évidemment d'ici quelques instants. Les patrons sont Il y a eu quelques petits changements dans cette émission, mon cher Emmanuel. Tu vas pouvoir les découvrir notamment tout à l'heure, notamment la nouvelle chronique qui s'appelle Je zappe ou je mate, c'est-à-dire que je donne une info et à vous de choisir si vous décidez de la commenter en une ou deux phrases ou de la zapper parce que simplement cette info ne vous intéresse pas ou vous n'avez pas de commentaire à faire. Voilà, le zap et mat tout à l'heure, bien sûr, mais pour l'heure, c'est l'heure des clins d'œil. Un clin d'œil évidemment en rapport avec ce qui s'est passé dans l'actu de ce 13 janvier. Tiens, par exemple, première question, les mémoires de quelle personnalité ont connu un démarrage fulgurant avec pas moins de 1,4 million d'exemplaires vendus en Angleterre au premier jour et déjà un premier nouveau tirage en France. De qui s'agit-il? Harry Windsor. Harry, effectivement, le prince Harry. Est-ce que vous l'avez lu ou pas? Non, ça vous intéresse pas des masses? Non, je préfère lire Karl Marx. Harry, ça ne me dit rien. Ah ouais, non, c'est radicalement pas ça. Ouais, Ernesto Che Guevara, c'est bien aussi. Mais ouais, absolument. Très bien. Dans deuxième question, le patron de quel club de foot français a annoncé qu'il n'était pas candidat à la présidence de la FFF? John Michael Aulas. Voilà, Jean-Michel Aulas, exactement. Ah oui, c'est vrai que le club a été racheté par l'américain. Exactement. Voilà, il a dit qu'il n'était pas candidat pour reprendre la succession de Noël Le Graët, si tant est qu'il soit remplacé d'ailleurs. Je peux faire un commentaire? Vas-y. Philippe Diallo, oui. Le vice-président, ferait un excellent président. Ah oui? Voilà. Bon. Je dis ça parce que ce serait bien de sortir je du COMEX. je l'ai connu à Paris et au Sénégal également. Voilà. Oui. Ce serait bien de sortir du COMEX et de prendre quelqu'un hors de justement ce comité exécutif. Mais je crois que statutairement, le président doit venir du COMEX. C'est ça mon problème, c'est qu'à un mais moment il faut donné, changer les statuts. il faudrait il y a peut-être une refonte à faire. Ah, c'est pas faux. Alors, je viens de me rendre compte d'une énorme connerie que je viens de faire. Je vous le dis, parce qu'on dit tout ici. En fait, je suis en train de donner les questions du quiz de tout à l'heure.
Mais on fait pas le quiz là? Et non, c'est en fait c'est le clin d'œil là de l'actualité. bah, Alors je reprends. C'est bizarre. Oui, complètement n'importe quoi. Bah, il faut continuer. Alors continuons sur le quiz quand même, parce que sinon ça ferait bizarre. Bon, écoute, voilà, on va inverser tout, hein, c'est pas grave, on va continuer sur le quiz. Donc troisième question, quelle première dame s'est prononcée pour le port de l'uniforme à l'école? Brigitte Ouais. Macron, effectivement. Ouais. Alors ça gomme des différences, dit-elle, et ça permet d'économiser du temps et de l'argent. Voilà. C'est Brigitte Macron, pardon. Bon, ceci dit, pour commentaire, c'est pas totalement inintéressant et inadéquat, puisque dans certains départements d'outre-mer, c'est déjà le cas. Oui. C'est très bien l'uniforme, ça efface certaines Ouais. égalités sociales, Exactement. ça les résorbe un petit peu. Alors, Madame Rousseau dit, de toute façon, on ne votera pas parce que ça vient du RN. Voilà. Qui dit ça? Madame Rousseau, Sandrine. Bah ça vient pas du RN, puisque c'est... C'est une proposition déposée par le Rassemblement National. oui. On C'est en débat. ce qu'on appelle une Oui. opposition incohérente. Oui, Une opposition absolument. incohérente. Surtout que c'est déjà, encore une fois, en place dans un certain nombre de départements d'outre-mer. Absolument. Alors, puisqu'on est dans les questions du quiz, à cette heure-ci, quel groupe, le groupe TF1, pardon, détenteur des droits de diffusion, vous savez, de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en France en 2023, a revendu combien de matchs au groupe France Télévisions et M6? C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y a quand même pas mal de matchs qui nous intéressent pas, c'est pas sûr de faire d'audience, du coup on les revend. Ils en ont revendu combien? Allez, 70% Non, des matchs. oui, non, mais un chiffre. Allez. Il y a combien de matchs? Il y a combien de matchs en tout? J'en sais rien. Il y a alors, 8 poules. il y en a au moins plus de 60. Hein. Bah ils en ont vendu 30, 50. la moitié. Ouais, presque, c'était 28. 28 matchs qu'ils ont revendus, qui vont être dispersés sur le groupe France Télévisions et sur M6. Dommage. Et puis alors, d'après le dernier sondage Médiamétrie sorti hier, quelle est, messieurs, la première radio de France? Ah bah c'est simple, c'est Europe 1. Non, alors là, Pardon, de très RTL. loin. France Inter. Oui, alors Europe 1 est complètement Non, à la ramasse, oui, France Inter. France Inter, Ouais. RTL deuxième, troisième France Info, remontée fulgurante, quatrième Énergie et cinquième également remontée de RMC qui passe devant Skyrock dans les sondages Médiamétrie parus hier. Bon bah voilà, on a fait le quiz avant l'heure, du coup on fera les clins d'œil tout à l'heure, c'est pas grave, tout est bon, on est bien. Alors vous le savez, pour les amateurs de sport et en particulier de foot, va démarrer ce soir la CHAN en Algérie avec plusieurs nations africaines qui vont s'affronter. Ce sont que des joueurs locaux qui vont s'affronter bien entendu. Ça se déroulera donc ce soir à 18h30 avec l'inauguration, avec notamment la présence de Soul King pour donc la cérémonie d'ouverture, la présence aussi de pas mal de personnalités, notamment assez... je m'y attendais pas, mais Samuel Eto'o sera là. Après, évidemment, les différences, problèmes qu'il y a eu à l'occasion du match Algérie-Cameroun, vous vous rappelez évidemment. Bon, bah Samuel Eto'o est invité, il sera là. Bien entendu, le président de la fédération de la FIFA également sera là. Et il y a évidemment, comme à chaque compétition, un hymne. Voici l'hymne national, l'hymne officiel, pardon, de cette CHAN qui démarre ce soir en Algérie. Le titre, c'est Marhaba, ça veut dire bienvenue. Maqatha amancane sengathi le nyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi le nyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi le nyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba. International, from Algeria to all Africa, you know how we do. وهي احبابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا 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 وهي اصحابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان حلوا البيبان مرحبا. دغري والدقت اللام افريقيا سنتا ترهام افريقيا سنتا ترهام دغري ونغار التمدام دغري والدقت اللام
أفريقيا سنتا تراهم أفريقيا سنتا تراهم إيدي سراو إدمشلان أيت ما ورد دام إيدي سراو إدمشلان أيت ما ورد دام إيدي سراو إدمشلان أيت ما Voilà, c'est l'hymne officiel de la CHAN qui démarre donc ce soir, inauguration, enfin lancement, la cérémonie d'ouverture ce soir, pardon, à Alger. Je crois que c'est dans le nouveau stade de Nelson Mandela qui a été ouvert il n'y a pas longtemps. Bien sûr qu'aura lieu cette cérémonie d'ouverture avec la présence donc de Soul King, notamment, mais pas que. Tarek Mami nous a rejoint. Bonjour Tarek. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je vais m'excuser pour les 10 minutes de retard. J'étais bien dans le transport, mais j'aurais dû partir une demi-heure plus tôt. Voilà, dans un instant on va faire le point sur la ville de Soledar et justement pourquoi d'ailleurs on se concentre sur cette ville, c'est le genre de questions auxquelles on va tenter de répondre. Je crois que c'est une petite ville de 11 000 habitants. Les Russes affirment aujourd'hui la contrôler entièrement. Il y avait quelques doutes, incertitudes depuis jusqu'à hier soir et puis ce matin effectivement la Russie déclare qu'il la contrôle totalement. Quel est l'enjeu de cette ville? On y revient dans un instant, ne bougez pas sur France Maghreb 2 dans le LGF avec l'équipe au complet, donc Jimmy Dalidou, Emmanuel Dupuis, Enver de Santos, Tarek Mami. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio jusque 18h sur France Maghreb 2 avec Enver de Santos, délégué territorial de la FEB, avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, avec Jimmy Dalidou, syndicaliste, avec Tarek Mami, journaliste avec nous sur France Maghreb 2 jusque 18h. Premier débat, premier sujet, on va parler de cette guerre en Ukraine et de cette petite ville de 11 000 habitants sur cette ville que sont braquées toutes les caméras du monde en ce moment et c'est à l'est de l'Ukraine si je ne dis pas de bêtises, une ville de 11 000 habitants. Pourquoi on a braqué les caméras, Emmanuel Dupuis, sur Soledar ? Effectivement, on peut se poser la question parce qu'elle n'a pas un intérêt sur le plan tactique, donc sur le plan militaire, si déterminant que ça. C'est une petite ville de 11 000 habitants, c'est 7 fois plus petit que Bakhmout qui comportait avant le début des offensives, notamment l'intensification des offensives. Il y a de ça 2 mois, à peu près 70 000 habitants. On estime qu'il n'en reste plus que 500, certains disent 50. En tout cas, ce sont 2 villes dévastées. Ça, c'est peut-être des communalités, comme diraient les anglo-saxons, qu'on peut mettre en avant. Soledar n'a qu'un intérêt, enfin il y a plusieurs intérêts, mais l'intérêt...
Oui, alors, bon, après, il faut vraiment chercher beaucoup et surtout être un peu intoxiqué pour penser qu'il y a un intérêt économique, parce que les mines de sel, il y en a à peu près partout dans la région. Oui. Ensuite, l'intérêt pour Wagner d'avoir sa propre guerre, ça ne convainc que les faibles, parce que si la puissance de la Russie se limite à la victoire d'une commune de 10 000 habitants, je rappelle que c'est à peu près la taille de Pornichet, avec la destruction de la ville et 10 000 soldats, ça veut dire que c'est une faiblesse et une défaite morale de l'armée russe. Donc, d'une certaine manière, la manière dont on pense et qu'on présente la victoire de Soledar montre à quel point on peut retourner l'argument. C'est la première victoire, ou ce serait, parce que ce n'est pas encore définitivement gagné, la première victoire depuis la contre-offensive ukrainienne en octobre. C'est la seule ville que la Russie aurait, je mets le conditionnel 2 fois, de nouveau gagné. Maintenant, c'est une toute petite ville. Ce n'est pas une capitale provinciale des 4 oblats qui ont été russifiés. Ce n'est pas Donetsk, ce n'est pas Kherson, ce n'est même pas Bakhmout. Et puis, le seul argument qui mérite un débat, c'est même pas la manière dont la société militaire privée Wagner a gagné le combat, mais le combat, la guerre Picrocolline, je vais y arriver, qui se joue entre les Russes et Wagner. Il y a de cela. C'est bien qu'il n'y a pas que Wagner, Manu. L'armée russe ne comporte pas que Wagner. Je termine parce que précisément c'est ça le seul intérêt dans cette victoire. Il y a de cela quelques heures, en l'occurrence 1h30, Evgeny Prigozhin a sorti un communiqué en se scandalisant du fait que la Russie veut récupérer la victoire. On en est là, en disant c'est moi qui ai gagné, c'est Wagner. Et alors que les Russes ont fait un communiqué il y a de cela quelques heures en disant que c'est pas Wagner. Donc le seul intérêt, c'est que ça prouve qu'il y a un peu de dissensus, et je pèse mes mots, au sein du régime russe, où les généraux russes ne veulent pas laisser la quintessence de la victoire, si ténue soit-elle, à Wagner. C'est le seul intérêt que moi je vois par rapport à cette offensive. Sur l'intérêt de cette petite ville, Tarek Mami, et c'est vrai que Emmanuel le reprenait, mais avec au conditionnel, et c'est en tout cas affirmé par des médias ici, surtout occidentaux, donc cette ville de Soledar serait la seule ville que les Russes auraient réussi à conquérir depuis le début de ce conflit. Non, depuis la contre-offensive lancée en fin septembre, début octobre. Ouais. Alors on va commencer, il y a 3 points. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est rien. C'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? Parce que la contre-offensive ukrainienne se fait dans un terrain vague duquel les Russes se sont retirés. Bon, moi, je veux bien que l'Ukraine gagne toutes les batailles une fois que les Russes se sont retirés. Donc ça, c'est la première. Ça s'est passé dans l'île aux serpents et ça s'est passé dans une partie de Kharkiv. Donc l'armée russe considère que ce n'est pas intéressant à tenir, ou qu'elle ne peut pas tenir, hein. Elle se retire, et donc l'armée ukrainienne avance, et ça devient une contre-offensive dans le langage médiatique occidental. Ça, c'est le point. Le deuxième point, vous savez, moi, je lis tout, à droite, extrême gauche, arabe, anglais, en français, pour essayer de comprendre. Et je vous rappelle que j'ai rappelé ici, pendant la guerre de Syrie, 2 événements. Le premier événement, il y a une toute petite ville à côté de la frontière, de Liban, en Syrie, qui a amené Hezbollah à intervenir pour la première fois dans cette ville de 5 000 habitants ou 7 000 habitants. Il se trouve que cette ville, elle a la même, importance géostratégique qu'aujourd'hui, donc Soledar. Et il y a une deuxième ville qui est au sud de Damas, sur la frontière jordanienne, qui a été occupée par Daesh. C'est l'une de toutes premières villes dans laquelle l'armée syrienne a mis toutes ses forces pour récupérer cette petite ville pareille. Il se trouve que pour parler de l'exemple de la ville syrienne près de la frontière jordanienne, si cette ville était sous occupation des amis des occidentaux, l'aviation israélienne pourrait faire un vol aller-retour avec un plan. Alors qu'en ayant des batteries qui risquent de tirer sur ces avions-là, elle est obligée d'avoir un avion ravitailleur. Voilà, des fois dans les guerres, c'est quoi le point stratégique? La deuxième pour le Liban, donc, c'est que cette ville-là, toute petite aujourd'hui, c'est la ville dans laquelle il y a eu la plus grosse bataille de chars dans l'histoire de l'Antiquité entre l'Empire perse et les pharaons. Donc, une petite ville de 10 000 habitants ne veut rien dire. L'importance, pour venir à cette ville-là, cher Christophe, cher Emmanuel, chers auditrices, chers auditeurs, c'est que c'est une ville qui est en hauteur. Et c'est lui qui occupe cette ville.
Oui, vous pouvez regarder la carte. Non, mais vous pouvez regarder. Non, mais moi, je ne vous ai pas coupé, donc, mais vous pouvez regarder sur Google. C'est une fausse affirmation. Non, ce n'est pas une fausse affirmation. Et donc, c'est une ville qui est en hauteur, et quand vous êtes sur les hauteurs de cette ville, comme ça s'est passé en Arménie d'ailleurs, vous voyez donc la plaine qui est en dessous de vous. Je ne dirais pas jusqu'à Bakhmout, mais vous avez la plaine. Et donc, en maîtrisant cette petite ville qui est un nœud de communication, vous gagnez, donc, j'allais dire, un point stratégique. En plus, cette ville est le dernier pont avant Bakhmout et notre ville qui ferait que la Russie, si elle venait à les emporter, reprendrait la totalité de l'oblast. Donc voilà son importance qui est stratégique. Quant à l'histoire de Wagner et de l'armée, c'est-à-dire si l'armée russe voulait interdire à Wagner d'être sur place, elle l'a interdit. Alors ça, c'est un jeu de rôle. Comme les Occidentaux disent, c'est pas nous qui comme l'OTAN dit, je veux dire, moi je l'ai lu dans des journaux russes, donc je donne ma source, et ils disent, d'un côté, vous avez tout l'armement de l'OTAN qui est mis en Ukraine, et l'OTAN il dit, c'est pas moi. Nous, on laisse Wagner qui fait cette bataille. Et dernier point sur la bataille Wagner-armée, c'est que Wagner, manifestement, est entraîné dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille des rues, la bataille des villes, la bataille dans les petits quartiers, alors que l'armée russe reste malheureusement pour elle une armée classique, comme l'armée américaine, qui bombarde de loin, et une fois qu'elle a tout détruit, elle avance. Voilà la différence d'analyse sur le fait stratégique. Et le dernier truc, donc, c'est effectivement pour le moral des troupes, et pour le moral de Poutine et de la Russie, gagner une petite ville, c'est toujours bien parce que ça donne l'impression que la machine a été réorganisée et que ça avance bien. Ça fait quand même un peu léger quand même par rapport à... Stratégiquement, non. Je répète, stratégiquement, c'est pas léger. Et on en parlera dans quelques semaines si jamais l'armée russe arrive à Bakhmout, parce que tant que, par exemple, l'objectif final de l'armée russe, c'est d'aller à Bakhmout. Elle ne peut pas aller à Bakhmout sans prendre cette ville-là. C'est simple. Jimmy. Trois éléments. Premier élément, c'est que Soledar démontre, le cas de Soledar démontre qu'en fait, la contre-attaque russe avait jamais, il n'y avait jamais eu de défaite du côté des Russes, contrairement à ce qu'a annoncé. Ce que démontre Soledar, c'est la contradiction en fait entre ce qui a été montré par les médias occidentaux et ce qui se passait réellement sur le terrain. Je vous rappellerai que il y a quelques temps, les médias occidentaux, notamment lors du 21 décembre, lorsque M. Zelensky a rencontré M. Biden, etc., et toutes les caméras du monde se sont empressées pour les filmer en disant que en filmant le héros M. Zelensky, qui pour moi reste un homme dangereux, et qui, en disant que les Russes avaient perdu, etc. Non, les Russes n'ont jamais perdu. Ils se préparaient tout simplement une contre-offensive. Pendant que les médias occidentaux montraient M. Zelensky partout dans toutes les télévisions, les soldats russes étaient en train de se positionner un petit peu partout. Les bateaux militaires russes se positionnaient aussi. Ils savaient très bien que de toute façon, l'armée européenne et nord-américaine n'interviendrait pas dans pas mal de certaines eaux. Parce que c'est plus compliqué que ça, parce que si vous envoyez des bateaux militaires américains dans des eaux qui leur appartiennent pas, là vous déclenchez réellement la Troisième Guerre mondiale. Donc ça, les Russes l'ont très bien compris. Mais de toute façon, vous savez, il y a deux choses. Sur le cas, moi je ne reviendrai pas sur le cas de M. Prigogine et Wagner, parce que je pense que c'est un faux débat. Tout le monde sait que dans le cas d'impérialiste, de toute façon les guerres sont toujours financées à un moment ou à un autre par les multinationales, qui sont un max de fric en vendant des armes. Donc que ce soit des multinationales russes ou des multinationales européennes, c'est exactement la même chose. Donc, il y a toujours eu il y a toujours des dissensions lors des guerres, des dissensions, des contradictions d'analyse, etc. Ça, c'est pas un problème, ça. De ce que je constate, c'est que l'armée Wagner est un groupe qui est totalement intégré et qui travaille en corrélation, qui est intégré à la Russie, qui est aimé d'une partie des Russes et notamment sur le continent africain aussi, qui ont leurs accès. Beaucoup d'Africains même s'ils essaient de créer un clivage en Europe. Ce que je constate, c'est que l'armée russe travaille en corrélation avec le groupe Wagner, ils travaillent ensemble. Et ce que je constate aussi, c'est que les capacités productives militaires de la Russie sont ininterrompues. Elle est complémentaire, on va dire, à l'armée russe, Wagner. Bien sûr qu'elle est complémentaire, mais il n'y a pas de problème. Dans toutes les guerres, il y a toujours... Expliquer, Tarek. Mais on en revient toujours à la source de financement.
quelles que soient les guerres, il y a toujours une source du financement. Arrêtons de dire n'importe quoi. Alors, même en Europe, si la France fait une guerre, elle sera financée aussi. Je peux réagir? Oui. Enver veut peut-être dire des choses, parce qu'il faut quand même rappeler quelques vérités. Hein, là, on a dit beaucoup de contre-vérités. Ouais, alors, premièrement, dans un débat contradictoire, il n'y a pas de vérité et de contre-vérité. Il y a des faits, il y a des lectures différentes des mêmes faits. Ça ne veut pas dire que c'est des contre-vérités. Il peut y avoir une vérité alternative. Mais enfin, pour moi, il y a toujours la vérité et le mensonge. Il y a toujours la vérité et le mensonge. En ce qui concerne la situation géographique de Soledar et de Bakhmout, il ne faut pas confondre entre Kramatorsk et Severodonetsk. Effectivement, le fait de laisser Severodonetsk avait un intérêt stratégique parce que Lysychansk, pardon, c'était pas Lysychansk et Severodonetsk, c'était Lysychansk qui était au-dessus. Je suis pas certain, je viens juste de regarder la topographie de la région, qu'il y ait cette différence topographique. Premier élément. Deuxième élément, attention, Bakhmout n'est pas à l'ouest, c'est au sud, donc c'est pas une contre-offensive. C'est en fait une façon de contourner et non pas de gagner du territoire. Puisqu'on est sur la ligne. Question pratique pour les auditeurs. On est ligne de contact. Et puis alors la question pratique sur les auditeurs. Bakhmout n'a aucun intérêt. On va parler, j'allais dire, de manière factuelle. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée russe occupe ou a conquis la totalité de l'oblast, oui ou non? Et est-ce que son objectif n'est pas de conquérir la totalité de cette oblast? Voilà la question qui m'importe. La réalité basique. Vous pouvez dire que ce n'est pas une vérité. C'est que la Russie, depuis 2014, n'a jamais occupé plus de 60% de l'oblast. Je pose la question, est-ce que ces deux villes font partie de l'oblast que... De Donetsk, ces deux villes n'ont jamais été conquises par les Russes. Est-ce que je dis que c'est conquis? Non, mais j'y réponds. Cette ville n'a jamais été conquise. Est-ce que l'objectif, c'est de le conquérir? Non, mais on répond, là, on fait évidemment que c'est de conquérir. Donc cette attaque-là... On parlait quoi? On parlait à un enfant de 5 ans? Évidemment que c'est l'objectif. Mais est-ce que l'objectif, ça veut dire que c'est conquis? Non. Est-ce que vous en savez quelque chose? Non. Alors, non. Dites-le. C'est ce que je dis. Je dis que l'objectif final, c'est d'occuper la totalité de l'oblast, et cette ville fait partie de l'oblast et ouvrirait un chemin pour continuer. Ça, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai, puisque la ville se situe... Bakhmout et Soledar ne sont pas dans un axe de progression vers l'ouest, mais un axe de descente vers le sud. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Juste un truc. Et puis Wagner n'est pas intégré à l'armée russe. Wagner n'est même pas autorisé en Russie, puisqu'il y a une loi en 2000. Je n'ai pas dit intégré, j'ai dit qu'en corrélation avec l'armée russe. Et qui n'était pas forcément une partie de la population mondiale, n'était pas aussi la Wagner. On peut jouer sur le mot. Alors je reviendrai juste sur un élément. Wagner est une société militaire privée qui n'est pas intégrée. À vous écouter, l'avancée de l'armée russe, il y a deux choses. Se resterait cadré à un mouvement militaire. C'est bien plus complexe que ça, vous le savez bien. Et vous savez bien ce qui se passe, c'est que ce cas de Soledar, ça se gère par les militaires. J'ai du mal à comprendre. C'est un élément. C'est une parcelle d'une question plus vaste. Non mais c'est les militaires. Non mais ce que je veux dire, mais laissez-moi finir, vous allez comprendre. Ce que je veux dire, c'est que la guerre en Ukraine reflète une situation, un nouveau dessin géopolitique mondial bien plus complexe que ça, c'est-à-dire un monde multipolaire qui se dessine dans lequel le pétrodollar ne dominera plus. C'est ça que il faut aussi le rappeler. C'est bien. Et c'est pas seulement en vous écoutant, la guerre en Ukraine reste enfermée dans un déplacement spatial d'une armée. C'est bien plus complexe que ça. C'est que vous avez un nouveau dessin géopolitique mondial dans lequel l'impérialisme nord-américain n'aura plus sa place. C'est précisément le contraire. C'est précisément le contraire qui va arriver. Un mot. Wagner aujourd'hui, c'est le Bob Denard d'hier pour l'Occident et pour la France. Et mais comme Bob Denard fait les choses, les Français disent non, c'est pas l'armée, c'est pas ces deux éléments dans la même guerre. Des fois, on sort Wagner. Des fois, on sort d'armée russe, comme la France a sorti à plusieurs reprises Bob Denard et ses mercenaires. Enver, avant d'accueillir aussi Anis qui nous attend au standard au 01 40 33 9000, parce que je rappelle que, évidemment, vous pouvez intervenir dans cette émission. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs, mon cher Enver, quand tu as écouté cet échange. Et écoute, c'était un échange très enrichissant. Moi, spécialisé dans l'éducation et de la communication, je n'ai pas l'expertise de mes chers confrères dans le militaire et dans le... Quoique la géopolitique, je peux me défendre. Et moi, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'effectivement, là, Wagner, très clairement, on est un peu dans un cadre Black Ops, voilà. Ce sont des mercenaires.
Tout simplement, ce sont des mercenaires. Et à un moment donné, il faut bien préciser que les mercenaires, à aucun moment, ne font partie d'une armée. Et Wagner, c'est une équipe professionnelle de mercenaires. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la seconde chose, c'est que dans ce conflit, en fait, je pense que... et après, moi, de ce que j'analyse de vos échanges, c'est que ça en devient une espèce de conversation, un échange entre... les rouges contre les capitalistes. En fait, c'est ça où ça se résume, alors que la réalité, les faits, et je parle bien de faits, c'est qu'il y a un gars, quoi qu'il arrive, on pourra le retourner dans tous les sens possibles, qui s'appelle Vladimir Poutine, qui à un moment donné est arrivé au pouvoir il y a fort longtemps, qui ne m'a pas l'air très très sain d'esprit, et qui pour des raisons... qui pour certains vont être des raisons capitalistes, pour d'autres vont être des raisons de défense de ses droits, etc., ou pour d'autres vont être que le gars est fou, etc., le gars a décidé d'envahir un pays. Non, c'est faux, et le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est que dans cette réalité... C'est l'OTAN qui se prépare justement, à attaquer la Russie. C'est ce que je te dis, c'est qu'il y a... C'est-à-dire qu'à un moment donné, le côté de l'OTAN se préparait à... Un instant, vous avez parlé, permettez-moi de terminer. Dans mon propos, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tous ces avis qui sont... Moi, je suis pro-capitaliste, moi, je suis pro la liberté du peuple, etc., tout ça. Il y a une réalité, c'est que, et ça, c'est que ce soit dans les médias occidentaux, dans les médias orientaux ou autres, Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un qui est sain d'esprit. Et il est à la tête d'un des pays les plus puissants du monde. Et que dans son ego, il y a même des opposants qui sont actuellement en prison en Russie. Et là, vraiment, on peut le retourner dans tous les sens possibles. Le gars fait ce qu'il veut aujourd'hui. Donc vive l'armée française. Et à un moment donné, c'est pas une histoire de vivre l'armée française ou pas. C'est que à un moment donné, et ça va plus loin. Ah, ça que tu veux dire. Non. Vive l'armée européenne. Vive moi, je vais te poser la question différemment. Non, attends juste un instant. Je vais te poser la question différemment. Va en Russie, d'accord ? Tu vas en Russie, là où il y a des gens qui à un moment donné sont mis en prison parce qu'ils ont une opinion différente du pouvoir en place, et va leur demander s'il s'agit d'un sujet de on est pro-américain ou pro-russe. Jimmy répond deux choses importantes. Zéro chose, parce que là il y a la pub, et tu vas répondre à la question d'Enver dans un instant. Puis on écoutera aussi Anis, et on en conclura évidemment sur ce sujet. Ça va très vite, c'est le LGF. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb. Sur France Maghreb 2, merci d'être en direct sur France Maghreb 2 avec Enver de Santos, Emmanuel Dupuis, Tarek Mami et Jimmy Dalidou. Question que tu as posée, Enver, il y a un instant, mon cher Jimmy. Ouais. Est-ce que tu peux y répondre, s'il te plaît ? Alors oui, deux choses. D'abord, sur le Wagner. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête avec ce délire de Wagner. Tu réponds à la question d'Enver, en fait. Oui, non, mais il y a deux éléments que je suis pas revenu. Alors, les autres parlent, je peux dire ce que j'ai besoin de dire aussi. Deux choses. Wagner, il faut arrêter avec ça, parce que lorsqu'il s'agissait du service 7, du SDSE, service de documentation extérieure du contre-espionnage qui crée des milices en Algérie, ça gênait personne. Donc, arrêtons de viser Wagner et les Russes. Parce qu'on a fait exactement la même chose sur le continent africain. Et donc, arrêtons avec ça. Non, mais ce que je fais qu'à un moment, il faut mettre en corrélation tous les éléments historiques. Non, faut pas faire de comparatif. Parce que c'est pas une ce clivage qui consiste à dire je finis. Ça, vous allez dans le sens de ce clivage nauséabond qui consiste à dire que l'Ouest est gentil et l'Est est méchant. Ça, le genre le monde des bisounours. Réponds à la question. Moi, j'ai dit que Wagner, ce sont des mercenaires. Point final. Est-ce que ce sont des mercenaires ? Justement, si tu me poses la question, mais tu me laisses pas répondre. Ce que je dis, c'est que quand vous avez un contexte mondial dans lequel vous avez différentes forces sociales, un mouvement, et qui plus est des forces impérialistes qui se partagent le monde, de toute façon, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, la guerre est financée par les multinationales, par les monopoles. Donc la question n'est pas de savoir si on doit condamner Wagner ou pas. La question est de savoir qui nous condamnons. Et ce qu'on doit condamner, les véritables fauteurs de la guerre, c'est ceux qui spéculent, les monopoles capitalistes, les multinationales qui mettent en pratique une politique et qui contrôlent les politiciens, qu'ils soient à l'Est ou à l'Ouest. C'est ça que je dis. Ok. Donc cessons de viser Wagner en disant alors à ce moment-là, je pose la question méchants, et nous on est tous gentils. Alors d'accord, je suis d'accord avec toi. Là, à ce moment-là, on est d'accord. Alors moi, je pose la question autrement. C'est bien si vous remplacez, poser les questions. Est-ce que Vladimir Poutine... Non, mais si tu permets, Christophe, est-ce que Vladimir Poutine, à ce moment-là, ne fait pas partie des multinationalistes? Mais je te pose la question. Est-ce que Vladimir Poutine, est-ce que moi je suis un prolétaire, moi je le dis, Est-ce que Vladimir Poutine est un prolétaire
comme moi et comme les prolétaires de tous les pays qui, à un moment donné, on essaye de s'y tenir. Moi, je te pose la question. Non, mais il n'y a pas de problème avec ça. Quand on en a parlé plusieurs fois sur Afrique Média TV, par exemple, j'ai clairement dit qu'il fallait une solidarité internationale de peuple, parce que le prolétaire ukrainien ne veut pas de la guerre. Tu ne réponds pas à la question. J'y reviendrai, c'est l'amorce de ma réponse. Le prolétaire russe ou le prolétaire français ne veulent pas de la guerre. Et Vladimir Poutine n'est pas un exemple de socialiste, évidemment. Il se bat sur des bases de ses intérêts capitalistes comme l'Ouest. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un nouveau schéma mondial qui se dessine. Je ne veux pas revenir sur le développement des forces productives, j'aurai pas le temps. Donc il y a un développement des forces productives qui s'opère, il y a une nouvelle manière de produire qui va s'opérer, parce qu'on ne peut pas continuer avec ce système économique, social, productif qui est obsolète. À un moment, il faut trouver sa place. Bon, alors Emmanuel Dupuis, est-ce que tu n'as pas répondu à la question? Tu n'as pas répondu à la question. Si, je t'ai répondu. Non, tu n'as pas répondu à la question. Attends, juste un instant, très brièvement. Tu n'as pas répondu à la question, parce qu'à un moment donné, là, ce que tu me dis tout simplement, c'est que parce qu'il y a un nouveau schéma géopolitique qui est en train de se dessiner, on va accepter donc que, voilà, l'Est décide de faire comme l'Ouest dans son hégémonie capitaliste, et qu'à un moment donné, ce nouveau schéma, attends juste un instant, et que dans ce schéma, justement, le gars de l'Est, qui est Poutine, décide de tuer un maximum de personnes. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. C'est que jusqu'à aujourd'hui, le monde, à un moment donné, était en déséquilibre, et il y avait des mini-guerres un peu partout dans le monde, dans les pays africains, dans les pays en Asie, etc. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, sauf erreur de ma part, l'équilibre mondial de la sécurité mondiale n'était pas mis en jeu au même point que ça l'est aujourd'hui. Sauf si je me trompe. Non, mais le problème, il est là, Enver. Le problème, c'est que c'est pas à toi ni à moi de décider. C'est au peuple russe de décider. Et je crois que même si vous parlez de répression, c'est faux. Non, arrêtez votre délire. Une masse en mouvement est instoppable. Et le peuple, quand c'est un peuple qui met en mouvement et qui décide, parce que ça fait quand même. On peut dire un mot. Mais ça a été prouvé dans l'histoire. Tous les dictateurs ont chuté lorsque le peuple en avait marre à le bol. Donc arrêtez votre connerie. C'est pas aux Français, sous prétexte qu'on est Français, de décider du peuple de la Russie. C'est au peuple russe de décider. Maintenant, s'ils sont pas contents qu'ils aillent dans la rue et qu'ils dégagent Poutine, mais c'est à eux de décider. C'est pas à toi, ni à moi, ni aux Français. Jimmy, arrête tes bêtises. Quand les Russes descendent dans la rue, t'as vu comment ça se passe? Arrête, Jimmy, il faut être un minimum raisonnable quand même. Il n'y a pas eu d'autres événements historiques qui ont démontré le contraire. 30 000 arrestations quand même. Je vous rappellerai qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il n'y a pas eu que 1789 dans la vie. Il y a eu d'autres événements historiques qui ont démontré que tous les dictatures ont chuté à un moment ou à un autre. Que vous le vouliez ou non. Tarek. Alors, un dernier mot. Personne, en tout cas pas moi, ne prétend que Poutine est un grand démocrate. Comme je l'ai dit au début, pendant et la fin de la guerre de Syrie. Tout à fait. Pour Bachar. Donc moi, j'ai au moins pour moi la constance de l'analyse politique. Et quand je mène une critique, je la mène partout et pour tous. Aujourd'hui, à tort, mais pour moi à raison, Poutine considère que s'il ne faisait pas cette guerre, dans 5 ans, la grande Russie disparaîtrait parce qu'il y aurait l'OTAN de tous les côtés, comme l'a demandé à un certain moment monsieur, comment il s'appelle, Brzezinski, qui, un mois avant sa mort, alors Brzezinski, de son vivant homme fort, dit pour mettre fin à la présence, à l'hégémonie, à l'existence d'un empire russe, il faut lui arracher l'Ukraine. Le même Brzezinski, un mois avant de mourir, il dit retirer l'Ukraine à la Russie serait une faute, on mettra un siècle pour la réparer. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est Brzezinski qui parle. Aujourd'hui, vous écoutez le grand Kissinger qui a tout tracé. Aujourd'hui, Kissinger, il dit il faut trouver des accords avec Poutine, y compris des accords douloureux, c'est son mot, sur l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a les gens qui regardent aujourd'hui dans la passion de la presse et des hommes politiques du jour le jour qui n'existeront pas dans un mois, et il y a les stratèges. Et les stratèges aujourd'hui, notamment américains, disent que pour préserver l'empire américain, j'en termine là, merci Christophe, il y a la pub qui arrive. Donc, il faut plutôt essayer de s'opposer à la Chine qui monte qu'à la Russie avec cette histoire. Emmanuel Dupuis qui donnera un mot dans un instant. On écoutera Abdel aussi au 01 40 33 9 après la pub. Remettre tout ça d'équerre. Après la pub, s'il te plaît. J'adore l'expression. À tout de suite. Tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire n'a pas d'importance. Je vais vous dire ce qu'il en est.
Professionnels, ce message est pour vous. Comment vont les affaires en ce moment? Pas facile. Merci d'être avec nous aujourd'hui avec Emmanuel Dupuis, Tarek Mami, Jimmy Dalidou, Enver de Santos, même en antenne, les débats sont vifs. Mais non, le débat continue. Bah oui, le débat continue. Oui. Je vous propose d'écouter Abdel, tiens, qui nous appelle d'Orléans avant de vous laisser conclure dans un instant sur ce sujet. On a pris du retard, je vous le dis. Abdel qui nous appelle d'Orléans, bonjour. Salut Christophe, salut à toi Tarek, salut à toute l'équipe. Bon brièvement, je vais vous donner mon avis concernant ce conflit-là. Alors, faut pas être dupe, des dictateurs, il y en a un petit peu partout dans le monde. Nous, on a une dictature moderne en France, et tout le monde le sait. Et on voudrait donner des ordres et donner des plans à des pays qui sont pas gérés comme nous. Faut les laisser faire à leur façon, comme disait une personne sur le plateau. C'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Poutine. Et aux États-Unis, on sait très bien que c'est pas un exemple. Et ce qui se passe actuellement, on s'est servi de Zelensky pour allumer le feu contre la Russie. J'espère que vous vous rappelez que quand Poutine a aidé Bachar pour s'en sortir parce qu'on voulait le faire tomber, quelque part, il y a une dent quelque part derrière tout ça. Et les Américains, ça leur a pas plu. Et aujourd'hui, ils vont tout faire pour essayer de faire tomber la Russie, mais à distance. Mais Poutine, il est pas bête. Il laissera personne s'approcher de son pays. Et il fera tout ce qu'il faut pour écarter tout ce qui peut menacer son pays, son économie. C'est tout ce que je vois. Et jusqu'à présent, c'est pas Poutine qui a fait de l'Irak un champ de boules et du grabuge dans le monde. Donc Poutine, pour l'instant, on sait que c'est un dictateur, certes, mais les Américains, c'est pas un exemple à suivre non plus. Voilà, c'est tout simplement mon avis. Merci, et je pense merci Abdel. Je rappelle juste quand même un fait important, c'est quand même Poutine qui a envahi l'Ukraine. C'est pas l'inverse. Ouais, c'est quand même l'impérialisme français qui a organisé des massacres sur le continent africain. On peut répondre ou pas? Si, c'est un fait historique, ça, on peut pas le contester. Mais on peut aussi, cher Christophe, on peut aussi rappeler que l'Ukraine est une création russe. Et on peut remonter comme ça dans le temps. C'était une république soviétique. Une république soviétique qui réussit au XVIIIe siècle. On en a parlé la dernière fois. Au XVIIIe siècle, elle faisait partie de l'Empire russe. C'est ça. Voilà. Donc, c'est la Russie. Sauf que l'Ukraine a été créée au XVIe siècle et que après l'Empire russe a envahi cet espace ukrainien qui existait déjà, qui était occupé par les Slaves. Juste une petite question. Quelle est la première capitale de l'Empire russe? Kiev. Et Kiev, elle est où? Mais c'est pas le problème où elle est où. Non, putain. C'est pas le problème. Les relations internationales ne sont pas un retour en arrière. C'est un projet, une projection. C'est du 18e. Non, depuis la création dans l'Empire russe. Je peux répondre ou pas? Oui, si on m'écoute. Alors, moi, la politique du jeu à somme nulle, je ne la pratique pas. Que Brzezinski et que Kissinger soient évoqués, on pourrait très bien évoquer d'autres stratèges. C'est pas mon problème. Le problème, il est, j'allais dire, simple et matériellement visible. Que Vladimir Poutine ait craint une avancée de l'OTAN. Il a sous les yeux, nous avons sous les yeux, exactement ce qu'il ne voulait pas faire. L'OTAN n'a jamais été aussi renforcée. Toutes les communautés internationales sont en train de renforcer leur budget de la défense. Il y aura désormais toutes les frontières de la Russie avec des pays de l'OTAN. Donc, si c'était le dessein de Vladimir Poutine, il a tout faux, premièrement. Deuxièmement, que la communauté internationale cherche la destruction de la Russie, je vais vous dire oui. Et je vais même vous dire, c'est bienvenu. Car le système russe tel que nous l'avons aujourd'hui n'est, me semble-t-il, mais je ne suis pas russe, mais en tout cas, en tant qu'analyse géopolitique, pas forcément celui qui est le plus vertueux. Je ne veux pas la destruction de la Russie, je veux la destruction de ce régime. Si tous les moyens sont... Vous comparer avec d'autres régimes internationaux ou pas? Mais moi, je ne compare jamais, parce que, encore une fois, c'est pas mon école. Il y en a qui le font en disant on doit justifier la Russie parce qu'on a fait pire. C'est pas mon école. Je vous laisse, je ne rentre même pas dans cette dialectique-là. Est-ce que le même principe de droit international doit être appliqué à tous? Oui. Bon, d'accord. Oui. Et je le dis. Est-ce qu'il est appliqué aux Américains quand ils ont envahi et encore une fois et la Yougoslavie. Elle n'a pas été appliquée à Maïdan quand il y a le putsch et quand les Français ont été, le gouvernement français a été serré la main aux néo-nazis de Bon, alors est-ce qu'elle a été appliquée? La justice internationale n'a pas été mise en place. C'est bizarre, ça vous gêne pas ça? Non, mais est-ce que ça vous gêne qu'il y ait 20% du... Ça vous gêne pas? Non, mais ça et quand non, attendez, devant les micros. ça vous gêne que 20%...
Si vous parlez de justice internationale, il faut que ça fonctionne à tous les niveaux. Eh ben, très bien. Et vous condamnez l'annexion de 20% du territoire géorgien en 2008 ? Oui ou non ? Mais oui ou non ? Ce que je dis, c'est que la justice internationale... Oui ou non ? Si non, c'est très facile de critiquer. Elle doit être mise en application. Ça marche pas. Ça marche pas. Quand il y a eu la révolte, on arrête le débat. Ça vous a dérangé ? On arrête le débat. Non mais on arrête le débat. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas et vous ne voulez pas rentrer dans ce truc. Emmanuel est un bon polémiste. Non, je vous pose la question, est-ce que je vous laisse la possibilité de défendre et vous agréez telle annexion dans telle région et telle région, pour ne pas citer les régions dont on a parlé hors antenne, oui ou non ? Moi, je suis pour la défense absolue de la charte de San Francisco. Dès qu'elle est bafouée, je m'oppose. Donc, dans tous les cas de figure. Et ça répond de manière la plus emblématique possible. Mais là, la question n'est pas en Syrie, elle n'est pas en Palestine, elle n'est pas en Libye, elle est en Ukraine. Oui. Restons sur le cas ukrainien. Et tu sais bien, on ne peut pas rester, cher Emmanuel... La Russie n'est pas isolée. Non, mais on ne peut pas rester sur un seul cas et ne pas comparer. Parce que l'auditeur de base, lui, il dit 2 poids, 2 mesures. Non, mais là, vous biaisez le débat. Vous biaisez le débat. Ça, c'est un autre débat. Ce débat-là, c'est la légitimité ou non du droit international comme un palliatif au rapport de force. Ça, c'est un autre débat. Je veux bien qu'on l'ait, mais aujourd'hui, c'est pas ce débat-là. Emmanuel, c'est pas ce débat. Emmanuel, quand on t'écoute, on a l'impression que c'est le reste, c'est tout le monde contre la Russie. Et il y a un élément que tu soulèves pas, c'est le fait que la Russie n'est clairement pas isolée, qui a fait partie d'une organisation qui s'appelle l'OCS, Organisation de la coopération de Shanghai, qui réunit plusieurs pays. Oui, alors, et ça veut dire que le monde ne tourne pas autour de l'Union européenne et de l'impérialisme nord-américain. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu des membres de l'OCS en La position politique et militaire de la Russie reflète une position économique, politique et donc forcément militaire d'un nouveau monde qui se dessine à l'Est, ce que j'appelle le bloc du nouveau monde à l'Est, qui réunit ici, parce que ça réunit la Chine, l'entente sino-russe qui est la principale force motrice. Vous lancez comme ça des trucs qui n'ont aucun sens. Allez, je vais vous répondre de manière académique. Attention. Si, je vais vous répondre de manière... L'Inde, c'est pareil, est intégré dans les gens vous parlent, etc. Vous parlez de l'organisation. Non, mais il faut dire les choses que... Là, vous êtes en train de faire croire que c'est tout le monde entier contre la Russie. Je suis en train de vous faire croire que vous racontez n'importe quoi. Alors, je vais vous répondre point par point. Vous avez cité... On peut reparler du GNL aussi, tiens. Pourquoi tu parles pas du GNL ? Ouais, on peut parler de tout, vous parlez de n'importe quoi. Alors, Emmanuel, je réponds. L'Organisation de coopération de Shanghai a été créée en 2001 par la Chine et pas par la Russie. C'est l'instrument de la Chine. C'est absolument pas l'instrument de la Russie. Au départ, en 2001 et aujourd'hui, lors du dernier sommet de Samarcande en novembre dernier. Les 9 membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, le Pakistan, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Chine et la Russie. Est-ce que vous avez vu des soldats de ces pays faire le coup de feu Parce que l'accord n'est pas militaire, cher Emmanuel. Alors ne partez pas. D'un côté, l'OTAN. Vous êtes autant. Mais tu es centré autour de l'armée, Emmanuel. On a l'impression que tout tourne autour de l'avancée militaire sur le terrain. C'est bien plus complexe que ça, tu sais bien. Bon, alors l'OCS, c'est d'abord. Je suis un esprit très simple. Non, mais je suis un esprit très simple. Je n'ai aucune compétence, mais je vous réponds quand même avec un brin de lucidité. L'Organisation de coopération de Shanghai n'est pas une organisation militaire, mais vous avez vous-même évoqué une organisation militaire, l'Organisation du traité de sécurité collective, qui regroupe tous les pays que j'ai cités, plus la Biélorussie, plus l'Arménie. Il me semble qu'aucune de ces troupes ne soutienne la Russie. Je vais vous répondre sur le côté non militaire. Je crois ne pas me tromper en affirmant que ni l'Inde ni la Chine ont intérêt à ce que ce conflit dure. Je crois ne pas me tromper en disant que la Chine a plus à perdre si la Russie gagne que si l'Occident gagne. Pour une raison simple, c'est que derrière ce front anti-impérialiste que vous évoquez, il y a des subtilités. Le commerce extérieur entre la Chine et la Russie ne compensera pas ce qu'il perdrait s'il rentrait en guerre frontale contre les forces occidentales que vous évoquez. Petit chiffre pour que vous ayez ça à l'esprit. Et pour finir. La Chine et la Russie, c'est 150 milliards de dollars. La Chine et les États-Unis, c'est 850 milliards de dollars. Vous savez, ils ont beau être anticapitalistes. C'est pour ça qu'ils font responsabiliser le monde, Manu. Tu sais bien que pendant... bien sûr, Manuel, termine et j'essaie de trouver un élément parce que là, on prend de retard. On n'aura pas le temps, mais... Je ne suis pas certain que la Chine soit un partenaire si fiable que ça dans la logique d'une opposition frontale aux forces dites capitalistes. Stop, on arrête. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. On a pris beaucoup de temps sur le premier débat, évidemment. Mais bon, après, chacun se fera sa propre opinion, évidemment.
Et comme on le dit et répète, il n'y a pas de vérité absolue. Et il n'y a que ceux qui veulent bien s'informer aussi en allant chercher les infos partout où elles se trouvent. C'est-à-dire que pas dans un seul sens. Il faut savoir tout lire, être capable d'analyser et d'avoir son propre avis. En tout cas, c'est ce qu'on tend à chercher ici. Alors, j'aimerais qu'on parle de cette longue interview réalisée par l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud dans les colonnes du Point. Cette semaine, 10 pages d'interview, et Kamel Daoud écrit d'emblée de jeu, avant le début de l'interview, la vision d'Emmanuel Macron va décevoir en Algérie ceux qui ont la passion de la guerre imaginaire et qui exigent de la France, qui n'exigent pas d'eux-mêmes. Le ton est donné pour la suite de cette interview. Pour faire simple, c'est pas de pardon, pas d'excuses pour Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a expliqué évidemment dans cette interview de 10 pages. Et surtout, il a aussi indiqué qu'il aimerait beaucoup cette année pouvoir faire venir inviter donc, le président algérien, son homologue Abdelmadjid Tebboune, avec lequel, Tarek Mami, je pense que les rapports sont plutôt assez sains, on va dire. Alors, il y a deux choses. Il y a les relations personnelles entre les deux hommes. Qui sont bonnes, visiblement. Oui, et on dirait qu'il y a un courant qui est passé. Ça, c'est le bon côté des relations donc, entre les deux présidents. Après, il y a les relations entre les peuples. Moi, je suis français, je voyage en France, je suis en Algérie, je voyage beaucoup en Algérie. Il n'y a pas d'acrinomie globalement contre la France d'aujourd'hui. Donc, les Algériens sont prêts. D'ailleurs, quand il y a eu la descente, quand le président Macron a quitté sa voiture à Oran, vers la foule, moi j'y étais, j'étais à 1 mètre. Je n'ai pas, moi, entendu d'insultes. Au contraire, c'était bienvenu, marhaba. Puis 1 ou 2 jeunes ont lancé le 1, 2, 3. Et puis à la fin, il y a 1 ou 2 types qui ont entendu le bruit, qui sont venus. Ah, c'est Macron. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait ici? On était comme ça. Donc ça, c'est pour les peuples et pour le président. Après, il reste cette question de mémoire. Oui. Les Algériens, comme beaucoup d'Arabes d'ailleurs, comparent toujours la situation, leur propre situation, par rapport à ce qu'a connu la communauté juive en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale et ont l'impression que pour que les pages se tournent, il faut imiter le modèle donc, de la communauté juive et il faut que, comme le président Chirac a fait donc, son grand discours des Valdiv, un discours à la fois mémorable et formidable, il faudrait que ce soit pareil pour l'Algérie. Il se trouve que les conditions ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on a entre 10 et 15 millions de personnes, c'est-à-dire 65 millions en France, qui peu ou prou, ont des rapports avec l'Algérie parce qu'ils se sont nés, parce que leurs parents sont nés, parce que leurs grands-parents sont nés, les Harkis, les Pieds Noirs et tout ça. Les Harkis sont les seuls d'ailleurs qui ont obtenu un pardon de la France et d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Et donc, quand vous avez 15 millions de personnes qui ont des sensibilités et qui font, comme dans nos débats de la vie quotidienne, un regard vers le passé, vers le cœur, vers mon grand-père a été tué, vers, c'est très très difficile de trouver le chemin. Moi, j'ai lu cette interview, 52 pages sur petit écran et puis 10 pages dans le journal. Je trouve d'ailleurs, et aucun journaliste français ne l'a soulevé, que les questions du journaliste étaient plus provocantes. Hein? Il est écrivain, Kamel Daoud, il n'est pas journaliste. Ben, il est chroniqueur au Point. Donc quand on écrit... Il est avant tout écrivain. Oui, il est écrivain, mais il est chroniqueur au Point, donc il est journaliste et maintenant il est présenté. C'est pas le même métier, chroniqueur et Si vous voulez, je vous l'accorde. Allons-y. Moi, je vais au fond. Les questions de ce chroniqueur qui a quand même interviewé le président Tebboune en tant que chroniqueur, qui interviewe le président de la République en tant que chroniqueur, eh ben moi je vais changer de métier pour pouvoir interviewer le président de la République. Je vais arrêter d'être n'importe qui peut interviewer le président maintenant, vous avez vu. Non mais on va arrêter de faire journaliste pour faire chroniqueur. C'est juste pour la petite phrase. Et les questions, moi quand j'ai lu, c'est les questions qui m'ont choqué. Moi c'est les questions qui m'ont choqué. Il y a une question qui me choque. Laquelle? C'est celle, et lui dit, Monsieur le Président, vous et moi on est nés après l'indépendance. Mais et les Algériens parlent de cette guerre qui est passée, mais qui ne parlent pas de leur propre guerre, la fameuse décennie noire. Bah, moi, je suis chroniqueur français, ou je suis chroniqueur algérien, mais je suis en face du président français. Donc mes questions doivent être posées sur les rapports entre la France et l'Algérie et pas sur la question de la guerre civile intérieure algérienne, un président français. Et vous en avez comme ça des questions. Et d'ailleurs, il y a une phrase que le titre ne correspond pas tout à fait, parce que le président dit qu'il a fait la reconnaissance donc, de l'assassinat de Odin, de Baumengel, et il a même parlé donc, des expériences nucléaires. Donc, vous savez, pour vendre, vous faites
une interview qu'un cas. Moi, je trouvais que la réponse du président Macron, c'est dit en même temps que nous connaissons tous, que les questions ne sont pas les bonnes questions quand on a un président de la République, et surtout que le titre, on amalgame pour pouvoir vendre, et on dit donc... Et la question, quand le président répond, Kamel Daoud, le chroniqueur, pas le journaliste, ne redit pas, mais les Algériens ne demandent pas d'excuses, les Algériens ne demandent pas de pardon, les Algériens demandent la reconnaissance. Ben, cette question centrale... L'ouverture des archives oui, ça va, et la reconnaissance. Et cette question centrale dans la mémoire de deux pays n'est pas posée par le chroniqueur. Donc le président, il ne va pas dire non, vous avez posé la mauvaise question. Alors, mais le mot reconnaissance de 3 faits est dit par le président Macron, c'est pas pour le défendre, la reconnaissance du crime contre Odin, la reconnaissance des crimes d'Ali Boumengel et les crimes de la colonisation. Moi, comme journaliste, j'aurais posé la question, Monsieur le Président, est-ce que vous maintenez votre déclaration de 2017 dans laquelle vous aviez déclaré que il n'était pas président à l'époque. Hein. Bah, pourquoi je ne lui pose pas cette question? C'est la question centrale. Il était candidat. Oui. Bah, et l'autre, il peut répondre. Mais je commence par celle-là. Parce que pour faire un débat avec un homme politique qui est fin quand même, moi j'ai eu à rencontrer le président Macron et à échanger, le mec il a un turbo dans la tête, donc quand vous commencez à poser votre question, il a déjà la réponse. Et donc je trouve que c'est dit en même temps, parce qu'il contrebalance tout ce qu'on va lui reprocher par le fait, mon souhait est de faire venir le président Tebboune en France cette année. On le sait, cette question mémorielle est très importante, et pour les deux pays d'ailleurs. Hein, et à peu d'un titre, Emmanuel, le président Macron, sur ce sujet-là, et bien précisément, il précise, il dit pas de pardon, pas d'excuses, parce que finalement chacun va retourner chez lui, et puis on va pas faire avancer cette relation. J'ai envie de dire une relation un petit peu privilégiée quand même entre la France et l'Algérie. Ça a été par moments aussi un peu je t'aime moi non plus. Et ça semble un petit peu, je vais dire, revenir un peu à la normale. Et on peut s'en réjouir. Comme Manuel pardon pour une phrase. Encore dans cette interview, non. Le président, quand on lui parle donc de ce qu'il a dit, le fameux article qui est sorti dans Le Monde, et dans lequel il dit la rente des militaires, la rente mémorielle, et il dit j'ai été mal, j'allais dire... mes paroles ont été mal rapportées. Et j'en termine là. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il a fait sur ce point-là. Après, nous, les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs, bien sûr, on se donne à cœur joie, chacun des points de vue de l'endroit où il se trouve. Merci, Emmanuel, sur cette question, évidemment, et sur cette interview, donc dans le point, hein, que tout le monde peut lire, évidemment, 10 pages dans le point, sur Emmanuel Macron, qui dit donc pas de pardon, pas d'excuses, parce que c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Et on le sait d'ailleurs, Emmanuel Macron... a toujours dit, moi, j'étais pas né, et il faut qu'on avance, quoi. Il faut qu'on avance dans une relation privilégiée, comme ce fut le cas depuis un certain nombre d'années. Voilà, première chose. On pose des bases, en fait. Ouais, moi, quand je lis une interview, je m'intéresse toujours à le contexte. Donc, Kamel Daoud, il faut rappeler qui il est. Hein, Kamel Daoud est franco-algérien, il est français depuis 2020, il a obtenu le prix Goncourt en 2015, il a été journaliste avant de passer à une carrière d'écrivain, mais il a quelques proximités avec le régime algérien, je le dis. Donc, l'idée sur laquelle c'est un journaliste professionnel déconnecté, ou d'une certaine manière qui se met, comme devrait le faire tout journaliste, en se départissant d'une relation de l'Algérie ou d'un tropisme français vis-à-vis de l'Algérie, n'était pas là. Je ne critique pas l'interview, il est intéressant, mais il faut savoir qui a posé la question. Kamel Daoud a posé ses questions. Il n'a pas posé les questions qu'un journaliste qui aurait fait son travail aurait posées sur la responsabilité algérienne, la responsabilité française, en remontant à Sétif, en remontant à la décennie noire, en remontant au soutien des groupes armés terroristes dans le Sahel, en évoquant la responsabilité du rapprochement entre l'Algérie et la Russie depuis le conflit, etc., etc. Donc, l'interview avait son intérêt, mais ce n'était pas un interview qui visait à répondre à toutes les questions ô combien complexes de la relation entre la France et l'Algérie. Premier point. Deuxièmement, on focalise sur le pardon ou le non-pardon. Il n'était pas question que de ça. C'était le titre d'accroche. C'était en langage journalistique, comment on appelle ça, le chapeau d'ouverture. Le chapeau, tout simplement. Oui, c'est un autre terme, mais je ne me rappelle plus. Oui, c'est un autre terme. C'était l'accroche.
Très bien, le point est dans sa logique pour mettre du buzz et pour faire sensation. Il y a beaucoup plus de profondeur dans les papiers où on rappelle l'importance de la coopération entre la France et l'Algérie au niveau économique, le rapprochement entre le port d'Alger et le port de Marseille, les allers-retours du fait de la diaspora ou de la communauté franco-algérienne, le rôle au niveau d'une meilleure compréhension de la culture musulmane, de la culture arabe, de l'histoire de l'Algérie, la mise en place de toutes les 24 ou 25, je ne sais plus trop, propositions de la commission Stora. Oui. L'article était intéressant et dense parce qu'il évoquait plein de choses. Le rapport Stora. Du rapport de la commission Stora, enfin du rapport, pardon. Oui, oui. Non, tu as raison. Benjamin, il est tout seul, c'est le rapport Stora. Alors, le rapport Stora précisait qu'il aurait dû avoir une commission Stora. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu la commission Stora parce que c'était une commission mixte avec une commission mixte d'historiens. D'ailleurs, le président Macron appelle de ses voeux à ce qu'il y ait une ouverture des archives des deux côtés. Absolument. Du côté français. Non, chacun propose ses historiens, etc. Alors, juste pour répondre à la question, moi, je trouve que cette interview est riche et qu'elle a le mérite d'exister. Elle advient dans un moment très particulier où le président s'est rendu à Alger fin août, où la première ministre s'est rendue à Alger avec pas loin de 14 ministres, où Darmanin est également revenu. Ça a permis la levée de la difficulté sur le problème des visas, qui ne concerne pas que l'Algérie, mais également la Tunisie et le Maroc. Et évidemment, il faut se réjouir d'un momentum, comme diraient les anglo-saxons, dans lequel la relation franco-algérienne est, à défaut d'être apaisée, améliorée. Et j'appelle effectivement la présence du président Tebboune à Paris. Après tout, il a fait une visite d'État en Italie, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas la même chose en France. Ça, c'est un point plus géopolitique que géohistorique ou historico, ou historique tout court. Après, je trouve que dans cette interview, il manquait beaucoup de choses. Tarek l'a dit. Il manquait beaucoup de choses sur les responsabilités mutuelles, non pas de la génération d'Emmanuel Macron, mais de la génération d'avant. Parce qu'après tout, Emmanuel Macron fait un petit peu fi d'une réalité. Certes, lui n'est pas héritier de ses prédécesseurs. Mais quand on est président d'un pays comme la France, on est héritier, exactement, vous me l'ôtez de la bouche, on est héritier de tout un passif. Oui. Et ça, le président Macron le balaye d'un revers de main en disant « c'est pas moi, c'est pas ma génération, ça me concerne pas ». Bah, c'est quand même dans l'absolu, lui, il souhaite qu'on avance, si vous voulez, qu'on referme un petit peu cette page. On est tous d'accord. On espère l'histoire aux historiens. Je veux dire, chacun à sa place. Le président, ils sont là pour, des ententes ou des partenariats, des échanges, des rapprochements, etc. Ils sont pas là pour faire de l'histoire ou pour ouvrir. On ne dit pas le contraire. Voilà, les mémoires, ça, on va laisser faire les historiens. Et c'est pour ça que la bonne chose a été faite d'ouvrir les archives et surtout de permettre aux historiens des deux côtés de travailler communément pour qu'on arrive ensuite à essayer de cicatriser un petit peu les choses. Il faut que ce soit mis en place. Bien entendu. Jimmy, sur cette interview, donc dans le point d'Emmanuel Macron qui précise la pensée et qui finalement fixe un peu l'axe de la relation franco-algérienne. Oui, alors deux choses très rapides. La première, c'est qu'en bon philosophe matérialiste, je vous dirais qu'en fait, on considère qu'il n'y a pas vraiment de passé, de présent, de futur, il n'y a que transition. C'est tout est dans tout, en fait, tout est lié. Donc en fait, on peut pas. Il faut avancer effectivement dans les relations entre le peuple, surtout entre le peuple algérien et le peuple français, surtout qu'on est très liés, en fait, intrinsèquement liés. Et je crois que pour avancer, il faut effectivement regarder un petit peu notre passé. Ça, c'est nécessaire. Sinon, on ne peut pas assumer cette transition. Pour les philosophes matérialistes, il n'y a pas de passé. Il n'y a que transition. Donc oui, effectivement, il y a eu des événements importants. Ni pardon, ni... Ici, il faut qu'il y ait pardon. Non, mais les Algériens ne demandent pas le pardon. Non, mais je veux dire... je veux dire, par rapport à sa démarche à Emmanuel Macron, il est bien président de la France, non? Oui, mais les Algériens ne demandent pas de pardon. Le chapitre est refermé pour moi. Il doit même si ça c'est une fausse excuse, ça. Je suis pas de cette génération, machin. Il est président de la France. Donc il doit se positionner. Il doit à un moment dire... dit pas ça, c'est que la question ne lui a pas été posée, premièrement, et en même temps, les Algériens sont... Oui, mais c'est vrai que l'interview était très mal... non, mais la question... Des éléments importants, mais au-delà des éléments essentiels n'étaient pas là. C'est que la jeunesse algérienne ne demande pas ça. Ah non, absolument. Elle demande ni pardon, ni excuse. Elle demande simplement à ce qu'on... La reconnaissance du crime colonial. Voilà. Du crime colonial. Bien sûr, mais la reconnaissance... Les excuses, la reconnaissance, mais rien n'a été fait, en fait. Alors effectivement, créer des rapports marchands, d'accord, mais... Il y a eu des reconnaissances partielles, alors que certains demandent une reconnaissance globale et totale sur le fait colonial. Mais il y a eu la reconnaissance de la torture et de l'assassinat de Maurice Audin.
et de Ali Boumengel. C'est très très important. À l'époque, c'est oui, il reste encore pas mal de choses, mais le temps, en fait, il faut que les choses se fassent avec le temps. C'est vrai que quand même 60 ans finalement c'est pas si vieux que ça. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, donc bien entendu plus que 60 ans. La colonisation remonte à 1830. Non mais on parle de la décolonisation. À partir de 62, ça fait 60 ans. Il y a tout un travail à faire sur la période entre 1830 et 1954. Vous savez très bien que les 1852, les accords d'Évian, c'était Enver, sur l'interview et pour finir Enver. Écoute, très rapidement. Près du micro s'il vous plaît, là, on est en radio les gars. Oui. Donc très rapidement. Moi, la question que je pose, parce qu'effectivement, là encore. Toi, t'aimes bien poser des questions, toi. Je crois que tu veux me remplacer, en fait. C'est ça. Il se pose la question lui-même. Moi, je me pose la question et je pose la question. C'est un peu ce qui réunit tout ce qui a été dit là, c'est que Emmanuel Macron est président de la France. Oui. La France est intemporelle. Si on le savait, ça. Voilà. Et la France étant intemporelle, déjà, je pense qu'il peut pas se positionner en disant. Non, je ne fais pas partie de cette période, donc je ne peux pas y répondre. Parce que là, il répond au nom de la France étant intemporelle. Donc, elle doit regarder son histoire. Après, à partir de ce qui va être fait, reconnaissance, pardon, quel que soit le nom qui soit dit, c'est que pour nous, Français, et pour les Algériens, c'est de là que les livres d'histoire vont être créés et c'est de là qu'on va pouvoir avancer sur une histoire commune. Après, c'est la question que je pose là, c'est... est-ce que Emmanuel Macron, et je pose la question là, est-ce que justement il ne se dédouane pas de son rôle de chef de l'histoire actuelle de la France et des livres qui vont être écrits pour les générations futures en fait? Ouais, il est chef des rapports marchands, mais quand il s'agit des positionnements historiques, il est plus chef. Voilà l'avis de Jimmy, mais j'aimerais bien voir les autres. Après moi je pense que c'est pas le rôle du président. Je peux répondre à Enver sur cette histoire. Rapide parce que j'ai une minute là, pas plus. Ouais, alors la commission, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait une commission mixte. Ouais. Le problème ne vient pas du fait qu'il faille pas une commission mixte. Le problème vient du fait que ça fait à peu près 10 ans qu'on n'arrive pas à la mettre en place. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais ça va se faire. Soyons. Chef, merci d'être avec nous en direct avec Monsieur Enver de Santos qui est avec nous, avec Emmanuel Dupuis, également président de l'IPS, avec Monsieur Jimmy Dalidou, avec qui on va parler dans un instant sérieusement de ce qui arrive le 19 janvier là. Avec Tarek Mami, Tarek Mami, journaliste sur France Maghreb 2. Passons maintenant à cette nouvelle chronique qui s'appelle donc le Zap ou Mat, mon cher Emmanuel. Jingle. Je rappelle le principe du zap ou mat. Bon Emmanuel, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je donne des infos et tu choisis. Chacun va choisir s'il décide de zapper ou de commenter. Alors attention, quand je dis commenter, c'est pas un monologue de 5 minutes. Attends, qu'on s'entende bien. Hein. Attention, parce qu'on a déjà beaucoup de retard. Okay. Donc voilà. Alors première information, je vais commencer par ma droite. En allant jusqu'à ma gauche. J'aime bien cet ordre-là. Je voudrais donner cette information. Manifestation en Tunisie à l'occasion du 14 janvier prochain. Et il y a visiblement beaucoup d'appels à manifester contre le président Kais Saïd. Tarek Mami, est-ce que vous commentez? J'imagine que oui. En deux phrases. D'abord, en Tunisie, cette histoire de date des révolutions est en plein débat. Ouais. On verra dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que les Tunisiens retiendront comme date. Parce que pour Kais Saïd et pour une partie des Tunisiens, il y a même 3 parties. La première considère que la révolution, c'est le jour où les jeunes s'est immolé à Sidi Bouzaïd, donc en décembre. Bouazizi. Voilà. D'autres considèrent que c'est le 14 janvier, le jour où Ben Ali est parti. Et les troisièmes disent qu'il n'y a pas eu de révolution, il y a eu des coups d'État. Donc on n'a rien à foutre ni de la première date ni de la deuxième date. Et depuis on souffre. Donc voilà ce qui se passe. Donc c'est normal que ceux qui sont aujourd'hui contre moi je suis pour le droit de manifester, c'est extraordinaire. Et je suis pour que les gens manifestent ce qu'ils pensent. Et je prends acte qu'une partie de la population tunisienne, je le dis au risque de faire sursauter quelques-uns, qui n'est pas majoritaire, appelle à manifester contre Kais Saïd. Parce que dans cette manifestation, il va y avoir une manifestation de commémoration. On se rappelle que ça s'est passé. Et il y a une partie qui va appeler contre Kais Saïd parce que c'est la bataille politique normale. Ça ne me choque pas. Monsieur Jimmy Dalidou, tu commentes ou tu zappes? Quel sujet? Le même sujet? Oui, bien sûr. Je zappe. Ok. Emmanuel? Oui, alors bon, moi je serai complémentaire pour le coup par rapport à Tariq. Je crois que le président Kais Saïd s'est pris une sacrée claque à l'occasion de la dernière élection législative
avec 8%, soyons magnanimes, entre 8 et 11%. Donc je crois qu'on est à l'aune d'une révolution d'une autre nature que celle de 2011 et que les manifestations sont bienvenues. Donc moi je trouve que c'est plutôt sain que... puisque le président voulait hyper présidentialiser, avoir le principe d'une démocratie directe, un peu à la Jamaria libyenne, eh ben il l'a. Eh ben, il ne faut pas s'en plaindre. Mon cher Enver, tu zappes ou tu commentes? Commente. Et par une question, c'est que s'est-il passé... Ça suffit avec tes questions, toi. Que s'est-il passé, en fait? Est-ce que, là, ils manifestent, en tout cas, cette partie de la population, est-ce que ça n'est pas ce qu'ils attendaient, justement, en ayant élu Kais Saied? C'est la question que je pose. Question pour un champion. Voilà, c'est... cette manifestation, oui, d'accord, mais est-ce que c'est pas ce qu'ils attendaient, cette révolution de palais où il allait changer, justement, la Constitution et tout ça? Donc, si je me pose la question. Donc, cette question doit repartir au 14 janvier, le jour de départ de Ben Ali. Mais Kais Saied n'a pas été élu, et je le dis tel que je le pense, moi je n'ai pas voté pour lui, et je lui dis à titre perso, il n'a pas été pour lui, il a été élu par défaut pour rejeter le candidat de Nahda et le candidat affairiste du pays. Et donc quand vous êtes élu comme, comment on dit en français, Emmanuel? Par défaut. Non, c'est pas par défaut, mais c'est presque par effraction. Il y a un autre mot en politique. Donc vous n'êtes pas choisi pour ce que vous êtes. Élu par les multinationales. Non, vous n'êtes pas. Il n'y a pas de multinationales. Alors Kais Saied n'est pas dans l'international, ça je vous rassure. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il tient, parce qu'il est considéré comme un homme non corrompu. Mais il y a une expression qui va me revenir. Donc il est élu, on le met lui parce qu'on ne voit pas tous les autres. Donc c'est un choix de deuxième choix. Très bien. Donc, bon, on enchaîne. Et je termine. Et donc quand ils l'ont élu, ils ont dit, comme on l'a élu parce qu'il n'est pas comme les autres, il va faire des choses formidables. La réalité politique fait que de toutes les façons... Je peux commenter la question? Non, on va passer 3 heures là-dessus. C'est très difficile. Et donc c'est pour ça qu'une partie de ceux qui ont voté pour lui, aujourd'hui, vote contre lui. C'est ce qui arrivera à Zelensky, c'est ce qui arrivera à Poutine. Ne remettez pas Zelensky là-dessus. Non, Zelensky et Poutine, si les peuples avaient cette liberté, entre guillemets, que les Tunisiens ont aujourd'hui. Je donne une autre information. Le groupe Louise Attaque, que vous connaissez peut-être, ainsi que Indochine, auparavant, ont annoncé qu'ils refusaient de se produire au festival qui s'appelle Les Déferlantes et qui devait avoir lieu à Perpignan, sous prétexte que la ville de Perpignan est tenue par un maire Front National, RN. Tarek, vous commentez ou vous zappez? Je commente en 1 minute. La liberté, j'allais dire... la liberté de l'artiste, c'est sa conscience. Ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Jimmy. Je zappe. Alors, moi, je commente. Oui, bien sûr, il y a les libertés de l'artiste, mais enfin, je suis quand même un peu étonné de la manière dont on présente les choses. Certes, Louis Alliot est maire de la ville, ça ne veut pas dire que la ville est tenue par Louis Alliot, quand même. Il y a une opposition, il y a un conseil municipal qui est composé de forces politiques qui ne sont pas d'accord avec lui, et je trouve que c'est effectivement, malheureusement, prendre en otage la population de Perpignan. Donc, ok. Enver. Je commente juste pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel là-dessus. Très bien, merci beaucoup, mon cher. Troisième info. L'homme qui a blessé 6 personnes à la gare du Nord mercredi était sous le coup d'une OQTF qui avait été émise d'ailleurs l'année dernière. Qu'est-ce que ça dit, Tarek? On commente, on zappe? C'est difficile, tu commentes quand même. J'allais dire, cette réalité d'OQTF n'est pas juridiquement... entouré, comme dirait Darmanin, parce qu'on peut donner à quelqu'un cette OQTF, encore faut-il qu'on puisse en faire quelque chose, l'expulser, et pour l'expulser, il faut qu'il y ait des accords avec les pays d'origine pour le recevoir. Donc c'est le serpent... En l'occurrence, c'est un Libyen. Hein. Oui, mais c'est le serpent qui se mange la queue. Bon, mon cher Jimmy. Ouais, je commente très rapidement. Ce qui me gêne, c'est cette corrélation entre un acte évidemment totalement condamnable et atroce, mais en tout cas, et cette corrélation qui est automatiquement faite entre cet acte et cette procédure administrative. Quand quelqu'un, appelons un chat, vous pétez un câble, vous pétez un câble. Vous devenez ouf, vous pétez un câble, vous en êtes tous dotés d'affect, d'émotions, on pète un câble. Et il faut revenir sur les causes de ce qui fait que le mec a pété un câble. Et ça, c'est lié à des causes humaines, sociales, sociétales, économiques, sociales. Rien à voir avec un RQTF. Donc ça, c'est un discours c'est un discours qui nourrit une procédure de fascisation qui est déjà en cours en France. Emmanuel. Bon, je commente très rapidement. Il se trouve que je passe par la gare du Nord toutes les semaines pour aller à mes cours à Lille. Alors moi, je ne commente pas sur l'acte, parce que premièrement, c'est pas le premier acte. Souvenons-nous qu'il y a déjà eu une personne qui a été poignardée dans la gare du Nord. Ce qui m'étonne, c'est que... Par la même personne ?
Ah ben non, pas non, mais je pose la question. Pas par la même personne. Okay, non, mais parce que ça m'a tilté l'histoire des Kurdes. C'est pour ça que j'ai posé la question. Non. Il y a eu une personne qui a aussi été arrêtée par les forces de sécurité. Moi, la question qui est posée, et je rentre pas dans la polémique au QTF ou pas, c'est que la gare du Nord n'est plus sécurisée. C'est aussi simple que ça. Non, ça devient dramatique. Merci au gouvernement qui a supprimé des policiers ferroviaires. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, je rappelle que... Attends. Oui. Petit c'est bien la police ferroviaire qui est intervenue, il n'y a pas la police nationale. Absolument, oui, ils étaient sur place. Enver. Tout a été dit, je zappe. Très bien. Prochaine information, après différentes heures de tergiversation, le Maroc ne participera pas à la CHAN, c'est ce qu'on a appris ce matin. En fait, ils étaient à l'aéroport, ils attendaient une autorisation d'Alger qui n'est pas venue. Donc le Maroc ne participera pas à ce championnat d'Afrique des Nations qui démarrera ce soir avec la cérémonie d'ouverture prévue à 18h30. Tarek, on zappe ou on commente? Je commente, c'est malheureux et je me tais. Jimmy? Je zappe. Emmanuel? Alors, je commente, puisque je viens juste d'avoir l'information comme quoi l'équipe est toujours à l'aéroport de Rabat en attente de l'autorisation de l'Algérie. Oui, ils peuvent attendre longtemps, mais bon, a priori, c'est mort. Enver? Je commente, c'est triste pour un championnat d'Afrique des Nations d'avoir une Afrique comme le Maroc en moins. Dernière information, et elle est importante, l'Inde pourrait devenir d'ici fin avril le pays le plus peuplé au monde. Avec ainsi un cap qui dépasserait donc la Chine, avec le cap des 1,45 milliard d'habitants selon l'ONU. Donc sachez que évidemment ça devrait également s'accentuer dans les quelques années à venir, puisque petite information intéressante, c'est que la population indienne est beaucoup plus jeune que celle de la Chine. Ainsi, d'ici 2050, on pourrait atteindre les 1,7 milliard d'habitants en Inde contre 1,3 en Chine. Tarek, on commente ou on zappe? Je vais zapper parce que je pense que Manuel va dire un mot. C'est encore... c'est triste. Jimmy? Ouais, je commente très rapidement. Pour faire une marchandise, il faut deux choses. Capital constant, capital variable. C'est-à-dire, il faut des machines, des outils et il faut une force de travail. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Inde est totalement intégrée dans l'OCS. Donc la force de travail mondiale est concentrée à l'Est, pas à l'Ouest. Emmanuel? Bon, alors l'Inde est certes membre de l'OCS, mais l'Inde est aussi membre du Quad avec les États-Unis. Ça compense. C'est un élément important. Et je rappelle que l'Inde préside le G20, qui est certes une organisation orientale, mais enfin qui regroupe, comme son nom l'indique, 20 pays d'émergents. Et d'ailleurs, je vous annonce peut-être un scoop, elle va sans doute rentrer un G7 élargi. En tout cas, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. Alors, commentaire. Bien sûr, c'était inéluctable par rapport au vieillissement de la population chinoise, qui est plus rapide que la population indienne. Alors, ce qui me fait dire quand même que ça va avoir un impact important, c'est que non seulement l'Inde est le pays le plus peuplé au monde, l'Inde est désormais le pays dans lequel il y a le plus de musulmans au monde, 250 millions, beaucoup plus que l'Indonésie. L'Indonésie est le pays musulman le plus... Ostratisé. Pardon ? Ostratisé, ces musulmans. Il y a un problème. J'y reviens. Et donc, il faut surtout, et je le redis à chaque fois, parce qu'on se gargarise de mots, Narendra Modi est celui qui représente l'avenir du monde, une forme de démocratie alternative à l'Occident. Non, Narendra Modi, c'est un taliban hindou. L'hindouisme fanatique est aussi dangereux que l'islamisme fanatique. Tu permets que j'applaudisse pour une fois? Oui, si vous voulez. Pour une fois. Enver, tu zappes ou tu commentes? D'accord. J'applaudis. Très bien. Alors, on l'appelle d'ailleurs le talibou hindou. Dans un instant, se dirige-t-on vers un jeudi noir. En tout cas, les syndicats sont vent debout contre cette réforme des retraites. Je vous donnerai quelques prévisions et visiblement, ça risque d'être très compliqué dans les transports. J'espère que tu vas pas à Lille jeudi prochain, mon cher Emmanuel, parce que ça risque d'être compliqué. Si. Oui, mais ça va être très compliqué. Je suis travailleur moi aussi. Dans le monde de l'éducation et également dans le monde de l'énergie. Vous savez, ces fameuses queues de pénurie d'essence, eh bien, on risquerait de les redécouvrir à nouveau. Donc à quoi faut-il s'attendre? On en reparle dans un instant. Un jeudi noir, tous les syndicats sont d'accord et unis, et ça faisait bien longtemps que c'était... Jeff sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Tarek Pami, Dupuis, Enver de Santos, Jimmy Dalidou. On va parler de ce jeudi noir en perspective. 8 syndicats qui ont annoncé, vous le savez, une journée de mobilisation massive. Les perturbations risquent d'être les plus importantes, les plus fortes, c'est dans les transports évidemment, dans l'énergie. Également la SNCF d'abord. Tiens, Jimmy,
compte se mobiliser contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Dans un communiqué, la CGT, UNSA, Sud et la CFDT ont fait savoir qu'elles sont prêtes à lancer la bataille nécessaire et qu'elles appellent à une grève très puissante dans les trains jeudi prochain. La RATP aussi, qui rappelons-le, va voir son régime spécial progressivement disparaître. 3 des principaux syndicats ont appelé à la grève, la CGT, Force ouvrière et UNSA. Mobilisation également très forte à prévoir dans le secteur de l'énergie. La CGT Pétrole appelle non seulement à suivre la grève de jeudi prochain, mais aussi à durcir le mouvement avec une grève de 48 heures le 26 janvier. Et surtout, elle menace d'aller jusqu'à l'arrêt des raffineries, ce qui bloquerait les stations essence de nouveau. On se rappelle, en octobre dernier, la grève avait paralysé absolument tout le pays. Au plus fort de la crise, près d'une station sur 3 manquait d'au moins un carburant. Et puis 2 autres secteurs pourraient aussi être fortement touchés. La fonction publique qui dit vouloir se manifester et l'éducation nationale. Bien entendu, on attend beaucoup de monde et beaucoup de grèves. Alors c'est vrai que quand on écoute encore Philippe Martinez ce matin, Jimmy Dalidou, il nous parle de millions dans les rues. C'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir une perspective sur ce qui risque de se passer. Quels sont les retours du terrain, toi, du côté du syndicat? Alors, retour du terrain, il est clair. On en parlait hier justement. C'est que, bon, effectivement, là, il y a toutes les centrales syndicales qui sont réunies. C'est arrivé, ça fait très longtemps que ça ne s'est pas produit. Et donc, centrales syndicales qui trouvent une certaine résonance chez les travailleurs, quoi qu'on en dise, parce qu'ils ont quand même, quelles que soient les centrales syndicales, CGT incluses, ont des capacités organisationnelles qu'on peut pas nier. Moi, ce que je constate quand on discute avec les collègues, c'est que, alors on en parlait hier, c'est que il fut certaines luttes, il y avait on débattait hier. Il y avait, on sentait que c'était la base. L'exécution, la base qui était en colère. Là, on constate qu'en fait, la colère touche tout le monde, que ce soit l'exécution ou l'encadrement. Parce que lorsqu'on parle de la retraite, tout le monde est touché, que vous soyez l'exécutif, exécutant ou encadrant. Donc, tout le monde est en colère. On constate aussi qu'en fait, alors, c'est difficile, ça se progresse, mais certains constatent qu'en fait, entre le public et le privé, quels que soient les secteurs de production, que vous soyez public, privé, que vous soyez agriculteur, que vous soyez LRATP, SNCF, on est tous soumis à cette même perspective gouvernementale, qui est une perspective de soi, du profit, et de faire toujours plus de fric. Ça, c'est un dénominateur commun qui fait que tout le monde est en colère. Et je crois que, encore une fois, ce gouvernement, et la deuxième chose qui ressort, c'est que la plupart des gens, ils vous disent que ce gouvernement, c'est un gouvernement de dictateur, en fait. Il décide tout seul, il fait tout seul, il fait tout par 49.3, il n'écoute même plus les formations syndicales, il n'écoute plus les travailleurs, et qu'il n'écoute plus les collectifs de travailleurs, il n'écoute plus personne, et c'est insupportable. Ouais, alors, Enver, sur cette journée de mobilisation, donc de grève générale, comme certains l'appellent, est-ce que tu sens quand même qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde, que ça risque d'être compliqué parce que les premiers à être pris en otage, c'est pas l'exécutant, hein, c'est pas Macron et son gouvernement, ça va être le peuple, des gens comme vous et moi qui vont peut-être pas pouvoir aller au travail, par exemple. Après, c'est un peu le même principe de se dire que ce n'est pas Elisabeth Borne qui, justement, va se poser la question si elle va travailler au-delà de 64 ans ou pas, dans la mesure où ça ne sera pas le même effet qu'un ouvrier qui va travailler jusqu'à 64 ans. Ensuite, là où... moi, je suis tout à fait d'accord et je pense que cette mobilisation sera massive, comme on peut le voir, et on peut s'y attendre. Après, il faut vraiment faire quand même attention aux termes, bien que je sois d'accord avec mon cher camarade Jimmy. Dictature, et tout à l'heure je l'ai aussi entendu donc par notre interlocuteur au téléphone qui l'a appelé. Une dictature, c'est pas la France. Dictature du capital. Non, on n'est vraiment pas dans une dictature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir poser les mots. Je ne vais pas faire Maître Capello ni Dictionnaire Larousse, mais pour avoir vécu via des membres proches les vraies dictatures, faut savoir peser les mots quand même. Bah, si on était en dictature, Jimmy, tu pourrais pas parler de la sorte. Je pense qu'il y a une confusion entre deux. Moi, je réaffirme qu'on est dans une dictature du capital et qu'on a des conquêtes sociales. C'est pour ça que c'est important de les défendre et de les développer. C'est-à-dire qu'en fait, les monopoles, c'est-à-dire les multinationales, ne veulent pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour augmenter son taux de profit, ils ont besoin de privatiser, ils ont besoin de libéraliser, ils ont besoin de pulvériser nos conquêtes sociales. Et les conquêtes sociales elles ne sont pas tombées du ciel par la bourgeoisie monopoliste, nous a pas donné des droits.
Macron et on a été on a des beaux yeux qu'il y a les gentils. On a été les chercher sur les barricades. On n'est pas dans une dictature totalement capitale que arrêtez votre délire. Les gens ont le choix et les gens n'ont pas voté au bon moment. Si on n'était pas dans la rue, ça fait belle lurette qui aurait laissé le travail. Dans la rue, mais il a été élu. Il a été élu d'ailleurs sur cette réforme. C'est ça. Et à un moment donné, les gens, s'ils allaient voter, tu te rendrais bien compte que la dictature du capital, non, c'est pas une dictature du capital, c'est que les gens, à un moment donné, ils ont le choix. On leur présente des programmes, les gens, majoritairement, ils peuvent aller, et les gens, malheureusement, ne votent pas pour ceux qu'ils peuvent. D'abstentionnistes qu'on peut être voter. Eh ben, ils ont qu'à aller voter. Ils ont qu'à aller voter. Justement. C'est comme ça. Les absents ont toujours tort, Jimmy. Ils voulaient pas parce qu'ils le voulaient. Ils ont fait le choix. La politique, elle est frelatée et aucun des candidats ne le représente. Dans certains pays, le vote est obligatoire, faut pas l'oublier. C'est la responsabilité les Français. Stop. Quand Emmanuel Macron contredit Emmanuel Macron, on se rappelle qu'en 2019, il était totalement opposé à repousser l'âge légal de la retraite. Totalement opposé. Il disait c'était ridicule, stupide. Et pour l'heure, aujourd'hui, il est en train de mener cette... Alors, au risque de vous étonner, je suis assez d'accord avec Jimmy quand Jimmy parle du principe qu'il n'y a pas eu de concertation sociale entre les forces vives de la nation, appelons-les comme ça, que ce soit les syndicats d'encadrement ou les syndicats de production, les syndicats du patronat et les syndicats des travailleurs, les syndicats réformistes et les syndicats révolutionnaires. Ça, c'est un fait. Maintenant, la question, à mon avis, que nous la posons tous mal et de manière collective. Je ne suis pas certain que s'il y a 3 millions, je crois que c'est ce que Laurent Berger appelle de ses, ou Martinez appelle de ses voeux, l'un et l'autre, je ne suis pas certain que tout le monde descende dans la rue parce qu'il est contre la réforme des retraites. Non, il n'y a pas que ça. Justement. Alors, il faut savoir ce qu'il est derrière quels sont les éléments de cette revendication. Si c'est l'attrition du pouvoir d'achat. On est tous d'accord et on peut tous reconnaître que nous avons vécu depuis la crise de 2008, une baisse collective régulière de notre pouvoir d'achat. S'il s'agit de défendre notre système de répartition, que ce soit la réforme des retraites ou la manière dont le service public assure un filet de sécurité pour ceux qui ont peu. À ce moment-là, on est tous d'accord sur le fait que cette réforme est un peu violente, beaucoup violente, et que la concertation aurait dû être plus longue pour essayer d'atténuer le choc que cela va provoquer. On est tous d'accord. Maintenant, je ne suis pas certain, en ayant écouté certains syndicats, qui manifestent pour ça ou contre ça. Ils manifestent parce qu'ils veulent faire un rapport de force. Le rapport de force n'a pas fonctionné, ou en tout cas, il a été un peu noyé dans l'œuf au moment de des fêtes de fin d'année, et donc, ils reviennent à la charge. Troisième élément, et j'en terminerai, ce que cela me dit, c'est que premièrement, n'en déplaise à notre ami Jimmy, la France est en train de perdre sa syndicalisation. Nous sommes le pays le moins syndiqué d'Europe. Pas plus de 10% sur les 35 millions de travailleurs, de travailleurs au sens littéral du terme. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre la fin d'une période au cours duquel les revendications politiques, sociales, socio-économiques ne passent plus ni par les partis politiques d'un côté, ni par les syndicats de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une sorte de ubérisation, appelons comme ça, une forme de lien direct et qui est en train d'échapper à ceux qui en assuraient le contrôle. Moi qui ne suis pas de gauche, qui suis plutôt de centre-droit, je m'en réjouis. Dans un instant, on écoutera Tarek là-dessus, évidemment, sur cette grève, et puis on passera, et pour terminer, au coup de gueule ou coup de cœur de nos débatteurs. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. D'être avec nous en direct sur votre radio pour cette dernière partie. Alors le seul qu'on n'a pas entendu sur évidemment cette journée noire en perspective, le 19 janvier, Tarek Pami, est-ce qu'il faut la craindre cette journée noire avec ses perspectives et ses prévisions qui annoncent évidemment une journée forte de mobilisation, Tarek? Oui, Christian, merci. Je dirais qu'on... Nous, comme tout à l'heure pendant notre commentaire sur la guerre d'Ukraine et tout ça, nous sommes à des moments de rupture des sociétés, et notamment de la société française. Moi, je trouve que le droit de grève est un droit. Par contre, des fois, je me pose la question sur la façon de le pratiquer. Autant je trouve légitime cette date de juillet de 19 en plein mois, en pleine année et tout ça, autant j'ai trouvé, moi qui suis plutôt de gauche, comme dit Emmanuel, qui ne l'était pas, illégitime la grève de jour de l'an qui a été annulée et de Noël. Donc il y a des moments où aussi il faut avoir cette responsabilité. La deuxième chose, c'est que tout ça
pour ceux qui font un peu de politique, c'est un jeu. La droite, Ciotti, LR, vont debout pendant toute leur campagne. Il faut que ce soit 65 ans, sinon rien. Et là, on apprend que suite à quelques discussions, peut-être quelques gâteaux, peut-être quelques... Ils étaient favorables à 64, Ciotti. Non, il était à 65 pendant la campagne électorale. Et je le dis, je le confirme. Et tout le parti était 65. Et Philippe est pour 65. Et donc là, il dit 4 à 64, donc il mange son chapeau, mais pour d'autres raisons. Et les deux autres questions qui m'intriguent, c'est que... mais je suis pas sûr. Vraiment. Macron était 65 et justement, c'est juste grâce au LR, justement, j'ai envie de dire, que Macron a décidé de descendre à 64. Vous verrez la campagne de M. Ciotti et vous retrouverez ce qu'il a dit. En fait, il y a deux choses, moi, qui me froissent. On dit que la retraite en France, c'était 37 régimes différents. Et là, on a l'impression qu'on veut passer de 37 à 1. Or, s'il y a 37, c'est qu'il y avait des motifs, notamment les travaux pénibles, donc les anciens conducteurs, il y a plein de conditions. Donc, qu'on passe de 37 à 1 me semble non républicain. Il faudrait qu'on passe au moins de 37 à 2 ou à 3, c'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on fixe le nombre d'annuités de travail. 43. Voilà. Et 2, est-ce que c'est 43 pour le maçon et 43 pour la personne qui travaille au Conseil d'État avec fauteuil et chauffage. Mais il y a des régimes qui sont maintenus, Tarek. Par exemple, celui des avocats, il ne disparaît pas, par exemple. Le régime de la Comédie Française ne disparaît pas. Sauf que le principe général va être fixé pour l'âge. Après, ce sont les caisses qui ne disparaissent pas, Christophe. Oui, mais après, il y a un âge de décote, 67, par exemple. Voilà. Et donc, la question, pour moi, c'est l'âge. On dit 43, par exemple, mais on dit 43, sauf tel et tel secteur. La personne qui est maçon, qui fait les toits, qui a commencé à travailler même à 24 ans, vous pensez qu'il va tenir physiquement à prendre ses pierres et monter là-haut? On est d'accord. Oui, c'est tout. De toute façon, il commence rarement à 24 ans. Non, mais je dis même... Tôt. Si vous voulez. Et donc, le problème de la durée est important. La pénibilité des métiers est important. Bien sûr. La question des femmes pendant la période d'accouchement, c'est compté, c'est pas compté, c'est important. Donc en fait, ce que la presse explique, moi j'ai toujours dit ici que j'attends le projet de loi qui va être déposé donc à l'Assemblée pour que je puisse lire et dire pour moi ça semble, je pense que Emmanuel fera pareil, pour dire ce point-là me semble positif, ce point-là me semble négatif. Mais ce que nous expliquent les médias aujourd'hui, c'est que vous allez tous travailler jusqu'à 65, maintenant 64 ans, et puis circuler et rien à voir. Et ce volet que Mme Le Pen met aujourd'hui en valeur d'avoir une retraite minimale de 1 200 €, est-ce qu'il va être dans la loi ou pas? Parce qu'effectivement, pour ceux qui peuvent travailler et qui sont aujourd'hui à 600 € et qui vont passer à 1 200 €, eux, ils vont être heureux de cette réforme puisqu'ils ne travaillent plus et ils vont avoir une augmentation de pouvoir d'achat. Donc, en fait, comme dit Emmanuel, et pour la deuxième fois aujourd'hui, je vais être d'accord avec lui, c'est que nous avons l'impression ou la réalité qu'il n'y a pas de travaux préparatoires pour cette affaire, alors que dans les autres retraites, y compris celle de Touraine, on avait l'impression qu'il y avait 6 mois, 8 mois de réunions, de discussions. Bon. Et c'est ça donc, qui me choque. Mais jeudi soir, je vais être égoïste, moi, la grève, je m'en passe. Mais je fais de la provocation. France Maghreb 2, on va poser un préavis de grève, tiens. Voilà, vous pouvez. En fait, ça va peut-être être malgré moi. Malheureusement. On vous enverra un Uber. Pour faire de libéralisation de la société. Bravo. On va passer pour finir au coup de gueule et au coup de cœur. Et je vais commencer, pour changer un peu du côté de ma gauche. Et commencer par notre ami Enver. Je rappelle le principe, j'ai un chrono qui dure 1 minute. Tu as 1 minute pour nous livrer ton coup de gueule ou coup de cœur. Mon cher Enver, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Coup de gueule. Alors on y va, c'est parti, on t'écoute. Écoute, malheureusement, comme vous avez pu le voir, il y a eu un nouveau drame d'un enfant qui malheureusement a mis fin à ses jours suite au harcèlement qu'il subissait. Et en fait, moi, mon coup de gueule va à l'encontre de notre État, de notre gouvernement sur la situation éducative de notre société. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour protéger nos enfants? Non pas du harcèlement, mais des inégalités qui conduisent au harcèlement. Et voilà.
Merci, même pas 1 minute, c'est parfait, ça fera un peu plus de place. Mais non, il faut 1 minute, pas plus. Pour mon cher Emmanuel, qui a un coup de gueule. Un coup de gueule, je crois, politique pour le coup. Alors, donc, on t'écoute, je déclenche. C'est un petit peu mon dépucelage, c'est oui, vas-y, je t'en prie. Donc je mets 1 minute. Alors moi, c'est un coup de gueule générique sur le fait que depuis 10 ans, la France n'a pas réussi sa mission qui se voulait vertueuse, parce que je crois qu'elle était nécessaire, de sécurisation de l'espace sahélien. Premier élément. Deuxième élément, la présence de la France est résumée malheureusement à l'échec de cette opération. Je veux bien évidemment parler de l'opération Serval qui a été initiée le 9 janvier 2009, donc précisément avec un petit peu plus de 10 ans du reste. Troisième élément, le fait que la France n'ait pas compris, alors que le président français Emmanuel Macron se voulait dans une logique de rupture, que des signaux faibles nous interrogeaient depuis de nombreuses années, voire de nombreuses décennies, sur le fait que le dispositif français devait être rénové. Ça ne veut pas dire que la France n'est pas attendue sur le continent africain, mais au moment, et c'est peut-être le paradoxe et mon coup de gueule, au moment où tout le monde redécouvre l'Afrique, où tout le monde veut avoir sa part de la vraie croix ou sa part du gâteau, dans une logique évidemment qui est incontestable, la France est en train de reflouer et je m'en désole. Merci Emmanuel, c'est presque bon. Mais non, 1 minute 11. Ouais, 1 minute, c'est 1 minute, c'est pas 1 minute 11. Ouais, mais Anver m'avait donné 10 secondes. Ouais, c'est ça, ouais. Les arrangements de travail maintenant. Mon cher Jimmy, toi j'imagine que c'est un coup de gueule pour pas changer. On y va, je déclenche. Parti. Alors non, revenir sur la défense, le syndicalisme, c'est quoi le syndicalisme finalement? C'est pas uniquement la défense des salariés, c'est une école de la lutte. C'est une école qui permet de former la conscience et qui plus est une conscience de classe. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que le syndicalisme forge les consciences et la conscience de classe, on a compris que le gouvernement finalement qui est-il? Ce n'est pas un organe au service de l'intérêt général. Le gouvernement est un organe de domination et de répression d'une classe sur une autre. Et donc à partir de là, on a compris que sa politique appliquée, c'est un objectif de maintien de sa domination sur une classe exploitée, dominée et qui plus est qu'elle veut faire travailler jusqu'à 67 ans. Donc oui, effectivement, il y a des luttes de courant à la CGT. Il y a d'un côté la CGT, les syndicalistes révolutionnaires comme moi, et d'un autre côté une direction qui collabore avec le patronat et les capitalistes. Alors faisons 3 solutions. On fait notre autocritique. Moi le premier. Développement des luttes, développement du syndicalisme révolutionnaire et trouvons de nouvelles méthodes de lutte. Merci Jimmy. Bon, Tarek Mami, coup de gueule ou coup de cœur? Ça va être un coup de gueule. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu vas lancer. C'est parti, je déclenche le chrono. Voilà. Moi, c'est cette histoire de sport et politique. France Maghreb 2, France Maghreb 2.